À quelques pas d'Angers, le château de Brissac, un joyau niché au cœur de la vallée de la Loire. Bonjour malgré la télé, bonjour Antoine. ça va. Bon ben Antoine, ça va, vous êtes installé là? On s'installe. Très bien. On est très bien situé. Vous pouvez vous détendre un peu sur... Si je peux simplement avoir une petite rallonge Oui, électrique. puisque oui, une grande, une petite, une Non, moyenne, une d'accord. petite, ça devrait Très aller, bien. c'est pour mettre la lampe au milieu de la Oui, table. très bien, je vois. Essayez de rappeler en disant... Charles-André de Brissac est le propriétaire de ce château. Et derrière son sourire affable, l'homme dissimule mal une certaine tension. C'est magnifique, vos décorations. Il faut reculer au maximum. Oui, mais moi, on va s'avancer, là. Non. Ce qu'il faudrait, c'est vous reculer ici au maximum, vous voyez, pour laisser le plus de place aux gens. Oui. Je peux être très emmerdant par moment, hein. Vous allez voir là, si c'est pas exactement... je pique ma crise. Voilà. Si notre châtelain est un peu tendu, c'est qu'il accueille aujourd'hui un événement important, un marché de Noël. Et même si c'est un événement rituel depuis près de 20 ans, c'est toujours un moment délicat. Car en un seul week-end, Charles-André espère engranger suffisamment d'argent pour alimenter sa trésorerie tout l'hiver. Alors forcément, il ne néglige aucun détail. Une fois que les choses sont en place, c'est plus difficile de demander aux gens de les bouger. Et on a l'expérience par les années antérieures du mouvement du public, donc c'est en fait pour eux qu'on dit ça, c'est pas pour moi. On sait que mieux ça se passe, plus ils vendent. Alors on continue. Et plus les commerçants vendent, plus ils ont envie de revenir l'année suivante. Cette fidélité, c'est une aubaine pour Charles-André. Car assumer l'entretien d'un château comme le sien, c'est difficile. Et ça l'est encore plus particulièrement dans cette région, où les châteaux sont nombreux et où ils se mènent une véritable guerre pour se démarquer et attirer le plus de visiteurs possible. Les châteaux de la Loire, un concentré d'histoire de France à cheval sur 4 départements. Parmi les plus célèbres monuments, Chambord, Chenonceau, Cheverny ou Amboise. Témoignage du génie architectural français, ils sont une 60aine au total. Des monuments exceptionnels qui s'étendent le long du fleuve sur près de 300 km. Inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2000, le Val-de-Loire attire chaque année près de 4 millions de touristes. Une manne dont dépendent beaucoup de ces châteaux pour survivre. Car on ne le sait pas toujours, mais la moitié de ces somptueux bâtiments appartiennent à des propriétaires privés. Vous allez voir que tous ces châteaux ne luttent pas avec les mêmes armes et que certains doivent se battre plus que d'autres pour attirer à eux les touristes et se faire connaître. Alors comment s'y prennent-ils pour faire parler d'eux? Comment exister dans la jungle des mastodontes les plus célèbres lorsqu'on est un château plus modeste? Système D, folie des grandeurs ou parfois bonnes astuces. Plonger dans la guerre feutrée des plus beaux châteaux du monde. Le château de Brissac est un témoignage monumental de l'architecture du XVe siècle. 204 pièces, 8000 mètres carrés de superficie et surtout 48 mètres de hauteur. Brissac, c'est le plus haut château de la région. On le surnomme d'ailleurs le colosse du Val-de-Loire. Mais le colosse a des pieds d'argile, car Brissac souffre d'un très gros handicap. Il est très éloigné du triangle d'or des châteaux de la Loire. Il ne se trouve pas sur le circuit des touristes, qui bien souvent ne se rendent que vers les châteaux les plus renommés, comme Chenonceau, Cheverny ou Amboise, situés à plus de 150 km de là. Alors pour attirer les visiteurs, le marquis de Brissac doit redoubler d'imagination. C'est encore plus vrai l'hiver. La dépense en chauffage serait si lourde que le propriétaire préfère fermer le château à la saison froide. Mais il a quand même des charges à payer, en particulier ses 5 employés chargés de l'entretien du monument. Alors il n'a pas le choix, il doit trouver de nouveaux moyens pour gagner de l'argent. Voilà pourquoi depuis 18 ans, le temps d'un week-end de décembre, Charles-André transforme son château en marché de Noël. C'est le poumon financier de la demeure familiale pour faire face aux dépenses de la saison hivernale. Ce matin, c'est branle-bas de combat. Vous allez bien? Ça va, oui. Ne vous avancez pas trop, hein, voilà, pour laisser le plus de place, mais ça c'est parfait comme ça. 60 artisans installent leur quartier dans la superbe galerie Louis XIII. Charles-André a tout fait pour le succès de ce marché, mais il est toujours un peu inquiet pour ses sols et pour ses murs. Oui, il n'y a pas de choses chaudes à chauffer? Non. Ok, d'accord. Il y a juste la chocolatière qui va être au milieu. Café, vêtements, pain d'épices.
Les marchandises vendues sur le marché de Noël sont des produits grand public. Charles-André cherche à attirer une clientèle familiale avec des produits accessibles à tous. Non, on essaye de choisir, de sélectionner des produits qui vont s'adapter au goût du public. Il ne faut pas que ce soit trop cher, que ce soit Noël. C'est pas évident, hein, si vous voulez. Pour être présent ici, chaque artisan s'acquitte d'une somme de 155 €. Au total, Charles-André a donc déjà empoché 9 300 € rien que pour louer l'espace. Mais cet argent, il est obligé de le réinvestir quasiment entièrement pour faire la promotion de l'événement. Alors maintenant, pour refaire sa trésorerie, il doit compter sur les ventes de billets aux visiteurs. D'après ses calculs, il lui faut atteindre le seuil des 4000 entrées pour couvrir les frais hivernaux du château. Alors les Brissac vont mettre le paquet. Pour attirer les familles de la région, ils ont imaginé un spectacle dédié à l'esprit de Noël. Et pour incarner le héros des enfants, ils se sont offerts les services du plus beau Père Noël du Maine-et-Loire, celui de la ville d'Angers. Et celui-là, il n'est pas en chocolat. Non, c'est du vrai. Tu peux tirer si tu veux. Pas trop fort. Dans le rôle du Père Noël, Bruno, un comédien professionnel. Il sera rémunéré pour sa prestation aujourd'hui, mais il sera bien le seul. Tous les autres acteurs du spectacle sont des bénévoles, des parents ou des amis. Quant au metteur en scène, c'est Larissa, la femme de Charles-André. Avant de se marier, Larissa de Brissac était danseuse au Ballet Royal de Londres. C'est donc tout naturellement qu'aujourd'hui elle distribue les rôles pour le spectacle équestre. Et les deux gardent juste derrière le Père Noël. L'idée, c'est qu'Alice est en train de chercher le lapin. Le lapin, ça va être Laszlo qui doit changer, qui va être dans la foule. Et l'idée, c'est que le lapin, elle le cherche à cheval. Bon, voilà, tout ce qui est grand geste et grand cri, ils adorent. Ah oui. En début d'après-midi, une longue file d'attente plutôt prometteuse stationne devant les grilles. Et à 14 h, quand s'ouvrent enfin les portes du château, ils sont déjà des centaines à se presser dans les couloirs de Brissac. Par chèque ou en espèces, vous pouvez avancer ici. La billetterie, c'est 90% de la recette du marché de Noël. Et pour attirer un maximum de monde, les Brissac ont fait un petit effort sur le tarif. Ce week-end, c'est 8,50 € seulement contre 10 € en haute saison. C'est correct, c'est tellement féerique à l'intérieur, c'est normal avec tous les artisans. Où ça vaut le coup. Ah oui, chaque année on revient de La Rochelle, c'est vraiment bien. Les propriétaires espèrent ainsi tripler la fréquentation par rapport à un week-end de visite classique. Tout se passe bien à la billetterie, puisqu'on a eu beaucoup de monde. Là, ça se ralentit un peu, mais il y a eu, je crois, 800 personnes qui sont rentrées en 1 heure. Renaud et Emmanuel sont deux vieux amis du propriétaire du château. Plus de 15 ans qu'ils tiennent la billetterie du marché de Noël. Bien sûr, leur engagement est bénévole, et c'est tant mieux pour les finances de Charles-André. Je viens aider parce que j'aime beaucoup Charles-André de Brissac, que je connais depuis très longtemps, et voilà. Et Emmanuel de Villiers fait la même chose et vient aussi l'aider parce qu'on soutient le patrimoine français. Il faut dire que le marché de Noël à Brissac est devenu une institution dans la région. Et si les visiteurs viennent en nombre, c'est aussi parce que la journée vaut le coup. Pour 8,50 €, ils ont droit à une offre bien plus copieuse que lors des simples visites estivales. L'accès au marché de Noël, bien sûr, mais aussi une visite libre du château. Et un spectacle très attendu par les enfants. Là encore, c'est la famille qui met la main à la pâte, et même à la pâte de lapin. Puisque c'est Laszlo, le fils aîné des Brissac, qui s'est glissé dans le costume. Monsieur Delisle, ça y est, le spectacle peut commencer. Le spectacle fonctionne à merveille, les jeunes spectateurs sont sous le charme. Qu'est-ce que c'est? Il a 4 ans. Hein. Tenez, Père Noël, votre petite hotte. Tiens. Allons vite. On va rentrer au pays des merveilles. Pays des merveilles. Cette année encore, la recette imaginée par les Brissac est un succès.
Après le spectacle, la foule se dirige vers le château pour rejoindre le marché. Charles-André joue les agents d'accueil sur le seuil de sa propriété. Affublé de son brassard d'agent de sécurité, il n'oublie jamais les règles élémentaires de courtoisie. Ah, tu vas bien? Ça va, Diane? Oui. Ouais. Regardez, ouais, on rendez compte ça. Directement, voilà, à la maman. Directement à la source. Un sourire par-ci, une poignée de bonbons par-là, de petites attentions qui ne coûtent pas cher et qui fidélisent le public. Ça fait partie du jeu. Il y a des gens qui aiment faire des compliments, qui aiment venir, dire « Ah oui, je suis venu il y a 3 ans, c'était bien, vous avez changé ça. » Donc voilà, on dit que c'est important d'avoir une boutique dans un château pour que les gens puissent partir avec un souvenir. Ben, c'est important aussi d'être là pour qu'ils puissent partir avec une poignée de main, un sourire. Ou, même si je suis en train de mourir de froid, voilà, je vais garder le sourire igloo. Dans les allées du marché, la foule est bien compacte. De quoi rassurer Charles-André quant au succès de l'événement et à la bonne tenue de son chiffre d'affaires. Nous avons une PME qui fonctionne. Les gens pensent qu'on ne paye pas d'impôts quand on a un château, c'est pas vrai. On paye bien sûr des TVA, des charges sociales, des impôts. Donc il y a des taxes qui sont importantes. Il y a des frais d'électricité, de chauffage. Il y a une masse salariale importante. En hiver, il y a quand même 5 salariés. Donc c'est important pour nous, ces trésoreries d'hiver qui sont lourdes, parce qu'on n'a pas d'activité d'hiver avec des frais fixes qui sont maintenus. Et donc ça dépend un peu du résultat du marché de Noël. Pour embellir ce résultat, les Brissac se réservent chaque année le stand stratégique par excellence, la buvette. Après la billetterie et la location des emplacements, c'est la 3e source de profit du marché de Noël. Elle représente 10% de la recette globale. 2 € s'il vous plaît. Et là encore, Charles-André a limité les dépenses au maximum. On y sert du chocolat et du vin chaud, mais aussi des sandwichs faits maison. Pour le reste, c'est un classique, des produits achetés en gros et revendus au détail. Alors j'ai pris la formule chocolat brioche. Une bonne formule? Oui, ça devrait être bien pour le 4 heures. À la fin du week-end, le bilan est plus que positif. Le marché de Noël a attiré plus de 4800 personnes, mieux que les 4000 espérés. Ce sont 35 000 € qui vont entrer dans les caisses du château de Brissac. Pour passer l'hiver au chaud, le châtelain peut donc miser sur son marché de Noël. Mais ça ne règle ses problèmes d'argent que pour l'hiver. Car même si à la haute saison le château rouvre sa billetterie aux touristes, il n'accueille jamais que 45 000 visiteurs de mars à novembre. C'est très peu comparé aux centaines de milliers qui se rendent à Cheverny ou à Chenonceau. Alors pour augmenter la fréquentation de son château, Charles-André a décidé de se démarquer et de donner une raison supplémentaire aux touristes de venir jusqu'à lui. Pour cela, il a une idée simple, exploiter le potentiel de son immense parc de 70 hectares. Ce matin, Larissa a rendez-vous avec son mari, dans le bureau niché dans l'une des ailes du château. Alors, qu'est-ce que tu voulais me montrer? Charles-André souhaite lui dévoiler son dernier grand projet. Le projet des érables. Attends, que je me mette dans l'ordre. Pour se démarquer des traditionnels jardins à la française, Charles-André veut aménager une promenade exotique dans son parc. Il souhaite planter des arbres, mais pas n'importe lesquels. Des érables du Japon. Ils prennent une couleur rouge exceptionnelle à l'automne. Et comment tu vas faire ta communication là-dessus? L'idée, c'est de faire vraiment quelque chose qui soit unique. C'est une collection unique et j'insiste. Le but de ce projet, permettre à la propriété d'accueillir des visiteurs toute l'année, surtout pendant l'hiver quand le château reste fermé aux visites. Charles-André envisage de faire payer le billet d'entrée du parc 5 €. L'objectif final, c'est de faire rentrer 25 000 € de plus par an dans les caisses. Il faut arriver à ce que les gens se disent on va se promener dans le parc de Brissac parce qu'il fait beau, on va se promener dans le parc de Brissac parce que c'est l'automne, on va se promener dans le parc de Brissac parce que c'est le printemps. Voilà, que ça devienne un réflexe pour des gens qui habitent à 15 km et pas forcément dans la nature, mais dans des logements urbains. C'est vrai qu'il y a un intérêt de plus en plus vers la nature, vers les parcs, les jardins. Et nous, on espère un jour devenir un parc renommé. Le parc du Val-de-Loire. Quelques jours plus tard, Charles-André de Brissac met son plan à exécution. Il prend la route, direction Laval, à une centaine de kilomètres du château. Il a rendez-vous avec un pépiniériste qui est l'un des rares à proposer les fameux érables du Japon dont rêve le châtelain.
Des espèces précieuses et rares, car seules 3 graines sur 1000 donnent un arbre. Exactement ce dont Charles-André a besoin pour sa future campagne de plantation. Il est super celui-là. Avec une belle écorce. 2 heures durant, Charles-André va arpenter les travées de la pépinière pour choisir minutieusement ses arbres. J'aime beaucoup celui-là parce qu'il a déjà une forme en CP très prononcée, donc sa croissance va s'étaler et c'est exactement ce que je recherche. En tout, c'est une centaine d'arbres de collection que Charles-André achète ce jour-là. Quasiment une forêt. Voilà. Il va changer de lit. Il va aller dans un lit à baldaquin de château. Un jeune érable comme celui-là coûte 70 €. En tout, le châtelain souhaite investir 7 000 € pour aller au bout de son grand projet. Une somme modeste au regard des bénéfices prévus. Mais pour tenir son budget, Charles-André va s'occuper lui-même de l'agencement et de la plantation de ses trésors. Et ça n'est pas vraiment sa spécialité. Cet après-midi, Charles-André reçoit la première moitié de sa commande, 50 érables, qu'il va tenter d'installer dans la journée. Ce que je vais faire, ouais, si vous pouvez avancer un petit peu. Pour l'aider dans sa lourde tâche, il peut compter sur Yves, le jardinier du château. Il en reste combien? 9 ? 1, 2, 3, 4. Et là, on a fait combien de massifs? 1, 2, 3, 4. Mais n'est pas le nôtre qui veut. D'autant que nos 2 apprentis paysagistes vont se heurter à des difficultés d'ordre linguistique. Alors, on a dit Matsuzake. Pas le Matom, non. Alors, Matsuzake, et l'autre, je vous ai dit quoi? Matsuzake Katsura. Bon, j'arrive. Pas facile de distinguer les différentes variétés d'érable, surtout quand les étiquettes sont écrites en japonais. Omuriyama. Omuriyama. Ça va être le dernier, quoi. D'habitude. Charles-André est un peu perdu, mais pas question de renoncer. Cet aménagement, c'est son idée. D'ailleurs, il a dessiné lui-même les plans du futur parc. Quand c'est fait par un décorateur ou un paysagiste qui ne vous comprend pas, on le sent. Donc, et puis je fais des économies. Je ne paye pas le décorateur, je ne paye pas le paysagiste. Je paye que moi-même. Bon, allez Yvon, on y va. Le secret du système Brissac, pas de petites économies. C'est un classique, mais ça fonctionne plutôt pas mal. Okay. Allez, 1, 2, 3. Hop là, voilà. Je dois à cet arbre, Acer japonicum, dont j'ai déjà oublié le nom, voilà, l'avenir de Brissac. Et blague à part, on espère que ce parc deviendra vraiment un moteur d'expansion touristique pour le château. J'y crois. Inch'Allah. Aujourd'hui, les parcs et jardins ont la cote. Et avec un tel projet, Charles-André espère bien séduire le public local. Comme tous les autres propriétaires privés, notre châtelain est conscient que dans le Val-de-Loire, il faut constamment innover et surprendre. C'est encore plus difficile quand le nom de votre bâtisse est inconnu du grand public. Alors pour que les autocars de tourisme s'arrêtent aussi chez eux, certains châtelains se lancent dans des opérations parfois surprenantes. Main-sur-Loire, à 2 pas d'Orléans. Ce château possède un étrange surnom. On l'appelle le château aux 2 visages. Il faut dire qu'il possède une façade qui date du XVIIIe siècle et une autre du Moyen-Âge. Il y a 2 ans, Xavier Lelevé et sa famille ont quitté la région parisienne pour emménager dans le bâtiment acheté 2 millions d'euros. Et depuis, ce chef d'entreprise savoure chaque moment de la journée. Voilà, donc ça fait partie des petits plaisirs de la vie du quotidien quand le matin on se réveille et qu'on a la vue sur le tombeau de Louis XI et puis la Loire qui se déroule à vos pieds. Là on est en centre-ville, hein, c'est 7 hectares, on a beaucoup de chance d'être dans un environnement de ce type-là. Parce qu'on a des très grands volumes, hein, on est dans des grands domaines, des grands espaces, donc ça fait plaisir. Puis on est au cœur de l'histoire, hein, on est sur les pas de Jeanne d'Arc, on est sur les pas de François Villon, de Louis XI, François Ier, c'est quand même extraordinaire, non ? En devenant propriétaire d'un château dans le Val-de-Loire, Xavier a réalisé un rêve de gosse. Des grands volumes, des vieilles pierres et beaucoup de cachets. Seulement voilà, ça n'est pas une surprise,
Un bâtiment pareil, ça coûte très cher en entretien. Il y a des moments difficiles quand il y a des hivers un peu rudes ou quand il y a un mur qui tombe, ou effectivement, c'est pas toujours très drôle. Mais d'un autre côté, quand on rentre chez soi et qu'il y a une vue magnifique, que vous avez des pierres, que vous avez des boiseries, que vous avez tout ça, c'est ça qui fait le plaisir de la chose aussi, quoi. Et qui fait qu'on n'habiterait pas dans un appartement moderne, en tout cas. Xavier a besoin de trouver de quoi financer l'entretien et la restauration. À commencer par la toiture qui est gravement endommagée et qui demande des travaux estimés à environ 1,5 million d'euros. Seulement voilà, le château de Maing cumule les handicaps. Il est caché derrière une église imposante. Et il est mal référencé dans les guides. Il ne figure même pas sur les panneaux de signalisation. Maing-sur-Loire est un château inconnu, à peine 25 000 visiteurs par an. C'est très peu comparé aux superstars de la région, qui attirent parfois jusqu'à 1 million de personnes. Du coup, les finances font grise mine, et la vie de château n'est pas toujours rose. Désormais, Xavier veut en finir avec cet anonymat. D'autant qu'à y regarder de plus près, son château a des arguments. Un parc de 7 hectares. Une centaine de pièces aménagées avec du mobilier d'époque. Et surtout une histoire particulièrement riche. François Ier, Louis XI et Jeanne d'Arc ont séjourné au château. Xavier a donc décidé de prendre le taureau par les cornes. Si les visiteurs ne se bousculent pas, il faut trouver d'autres moyens de gagner de l'argent. Pour y parvenir, il a sa propre idée. Il dirige une société d'événementiel, alors il veut proposer son château pour y organiser des événements originaux. Parce qu'on danse ici, hein, ils vont danser là. Hein. Non. Non, au-dessus. Là, on ramène tout jusqu'ici. Hein. Ce soir, à Maing-sur-Loire, Xavier reçoit du monde. Ça se passera dans l'Orangerie. C'est l'une des 3 salles de réception qu'il a fait aménager dans le château. On peut faire le brief tout de suite. Organiser des réceptions et des soirées privées, c'est une seconde nature chez Xavier. Il mise beaucoup sur sa connaissance du secteur pour développer ce type d'activité et faire la différence. On a une murder party en interplat. Oui. Ouais. Une seule Une seule. L'animation s'appelle Crime à la 313, donc c'est une énigme policière. Pendant le cocktail apéritif, on va voir le commissaire qui va arriver, qui va demander à parler aux responsables parce qu'il y a un crime qui s'est passé dans la maison. Xavier attend 90 personnes, tous employés d'une société de la région. Cette entreprise a opté pour une formule complète, apéritif, dîner thématique en forme d'enquête policière et soirée dansante. Une soirée facturée 17 000 euros. Yes. Ok, très bien. Alors, une table de 8 et une table de 9. Oui. En bas, oui. Xavier a beau avoir l'habitude d'organiser de tels événements, il ne veut surtout pas faire d'erreur. Alors il a sollicité l'aide de Mireille, son associé. Car Xavier en est certain, réussir une telle opération, c'est s'assurer un bon bouche à oreille. Et il en a bien besoin. C'est de l'interne, c'est le patron qui reçoit ses collaborateurs, donc il faut être très vigilant, que tout le monde passe une bonne soirée, que lui il ait une mémoire sur cet événement-là, et que l'association de la qualité de cet événement et du château puisse bien être mise ensemble, et que s'il a besoin ensuite de réaliser autre chose, qu'il n'hésite pas à faire appel à nous. C'est aussi ça, on a une fidélisation dans la qualité des prestations qui nous permet de rebondir avec eux et d'envisager éventuellement d'autres choses, et c'est ça qui est intéressant. Il a sélectionné un traiteur local qui propose des prestations haut de gamme. Un DJ et un comédien, tous les deux venus de Paris. Une équipe de choc pour faire la différence avec les concurrents. Le but de Xavier, marquer les esprits et faire en sorte que de plus en plus d'entreprises se tournent vers son château pour organiser leurs réceptions et leurs séminaires. Xavier, bienvenue. Il est 20h, tous les convives sont arrivés. Les festivités peuvent commencer. Ce soir, c'est donc Murder Party au château, un thème à la mode. Même le patron de l'entreprise qui a réservé la salle est mis à contribution. S'il vous plaît. Excusez-moi, s'il vous plaît. Mesdames, Messieurs, s'il vous plaît, merci votre attention, merci. Il y a eu un homicide virtuel, ouf. Ouf, soulagement. Et il va s'agir pour vous de résoudre cette enquête. Aujourd'hui, l'organisation d'événements comme celui-là rapporte environ 100 000 euros par an au château. C'est plus de la moitié du chiffre d'affaires annuel. Et la marge de progression est encore énorme.
En draguant les entreprises, Xavier a aussi une autre idée en tête. Merci d'avance pour votre enthousiasme et votre collaboration. On se retrouve d'ici quelques minutes. Je vous invite donc à prendre place. Merci à vous. Xavier travaille 7 jours sur 7, presque jour et nuit, pour se faire une place au soleil du Val-de-Loire. Mais organiser des réceptions, ce n'est qu'une petite partie de ses projets. Les entreprises, effectivement, d'abord vont avoir un contrat, et puis ça c'est intéressant pour faire fonctionner le château. Puis en même temps, c'est élargir notre réseau pour avoir des interlocuteurs qui pourraient être éventuellement intéressés par une démarche de mécénat avec le château, avec des entreprises localement très implantées. Xavier travaille déjà sur quelque chose de beaucoup plus original. Il a accepté de nous montrer sur quoi il travaille pour l'avenir. Un projet assez grandiose pour que, selon lui, le château de Main-sur-Loire se démarque des autres et gonfle ses finances. Un concept unique en France, qui devrait faire venir le public en masse, du jamais vu dans la région. Il s'agit d'une projection monumentale sur l'immense façade 18e du château. Des effets visuels dernier cri, en 3D haute définition, pour créer d'incroyables illusions d'optique. Un projet pharaonique et totalement inédit. Un tel show, c'est peut-être le moyen de propulser le château de Xavier parmi l'élite des châteaux de la Loire. Alors le châtelain travaille d'arrache-pied pour en faire un événement populaire majeur. Il faut qu'on trouve un rapport de séduction avec le visitorat et puis un moyen de raconter une histoire. Et ce moyen du mapping vidéo, c'est quelque chose qui fonctionne très très bien, qui est arrivé il y a 4-5 ans en France et qui vraiment ça a beaucoup d'effets, si vous voulez. Donc ça concerne tous les publics, les enfants, les adultes, de toutes catégories. Et donc c'est ça qui nous intéresse de pouvoir utiliser, essayer de trouver des supports un peu contemporains, un peu percutants, avec la capacité de raconter une histoire, des moyens qui vont nous permettre d'être un peu différenciants même par rapport aux autres propositions qu'il y a dans d'autres lieux que le nôtre. Renouveler le traditionnel son et lumière que l'on trouve souvent dans les châteaux, c'est la volonté de Xavier. Ici, pas de bénévoles à mobiliser pour faire de la figuration, pas de mise en scène imposante qui exigerait costumes et matériel. Pour ce spectacle, un procédé technologique de haut vol suffit à faire illusion. Alors la première étape, c'est l'élaboration du scénario. C'est-à-dire qu'on va écrire les différentes phases de l'histoire que l'on veut raconter. Et bien sûr, là, ça va être l'histoire du château. Et on va séquencer cette histoire-là par différents types de tableaux qui vont nous permettre de scénariser l'ensemble et de trouver une dramaturgie à cette histoire-là. Après, il faut les illustrer et il faut voir comment ça va se concrétiser dans les images. Et là, c'est un petit peu plus compliqué puisqu'on travaille en mapping 3D et donc on a une technique un peu spécifique qui nécessite qu'on passe par des éléments très techniques, comme par exemple des géomètres pour nous permettre de numériser la façade du château. Là, on va montrer la construction du château en 1209. Et donc, on va demander à un graphiste de modéliser les différents éléments de construction du château, les chaînages de pierre, à partir du relevé des géomètres. On a identifié des fenêtres, on a identifié des portes. Donc, ça va nous permettre de reconstruire le château. Alors là, c'est les éléments de base, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'effet de texture dessus. Et on va pouvoir reconstruire le château début 13e sur la façade 18e du château. Attention, un tel projet coûte extrêmement cher, 160 000 €. Mais grâce à ses nombreux contacts dans l'événementiel, Xavier a pu produire une version allégée pour moins de 20 000 €. En septembre dernier, il a pu réaliser une première projection test avec des résultats encourageants. 1 millier de personnes sont venues y assister, malgré le peu de publicité. Alors cette année, Xavier attend beaucoup de la version finale. L'événement doit durer cette fois 4 à 5 jours et le châtelain espère attirer 15 000 spectateurs payants. Si le succès est au rendez-vous, il pourrait convaincre de nouveaux investisseurs et améliorer encore son spectacle. Miser sur les nouvelles technologies pour créer un show original, c'est donc la solution qu'a choisi Xavier pour sortir Main-sur-Loire de l'anonymat. Mais vous allez voir que d'autres châtelains modestes se sont tournés vers des voies différentes. Pour attirer les foules de touristes, certains ont même réussi à s'inventer une légende ou à s'approprier un personnage historique célèbre, quitte parfois à ne pas trop s'encombrer avec la réalité historique.
Un château d'une vingtaine de pièces, entouré d'un parc de 6 hectares. Le château du Clos Lucé est un château plutôt petit. C'est même un nain comparé à des monstres comme Chambord et ses 440 pièces. L'architecture des lieux n'est pas non plus particulièrement remarquable. Et pourtant, ce château fait partie du top 5 des châteaux les plus visités du Val-de-Loire. 350 000 entrées par an, un chiffre en constante augmentation. La raison de ce succès, c'est le coup de poker incroyable des propriétaires. Ils ont tout misé sur le prestige d'un personnage historique célébrissime, le génie italien de la Renaissance, Léonard de Vinci. Peu importe que le peintre et architecte n'ait en réalité passé que les 3 dernières années de sa vie ici, pour y mourir en 1519. Tout est fait pour que le Clos Lucé et le génial italien soient associés dans l'esprit des touristes. Ça marche aussi bien qu'aujourd'hui, ils viennent du monde entier avec un seul nom aux lèvres. Leonardo da Vinci, I like you. Parce que Da Vinci. Leonardo da Vinci, yeah. Celui qui a eu l'idée de s'approprier ainsi le personnage de Léonard de Vinci, c'est lui, Hubert Saint-Brice, le père des actuels propriétaires. En 1954, lorsqu'il décide d'ouvrir sa maison de famille au public, il cherche une idée pour s'imposer face aux gros châteaux de la région comme Chambord ou Amboise. Pour cela, il n'a eu qu'à piocher dans l'histoire de ses murs. Et coup de chance, le plus célèbre de ses hôtes est aussi le plus grand savant de l'histoire, connu dans le monde entier. Le problème, c'est que dans la maison, il n'y a rien qui ait appartenu au génie florentin. Alors pour la famille Saint-Brice, tout l'enjeu, c'est de donner l'illusion que l'esprit de Léonard de Vinci habite encore le Clos Lucé. Pour cela, vous allez le voir, ils ont fait preuve d'une grande imagination. Ce matin, François Saint-Brice, l'actuel propriétaire, joue les guides de luxe pour 2 classes d'école primaire. Bien, bonjour les enfants et bienvenue dans la maison de Léonard de Vinci. Vous êtes accueillis ici dans cette maison de ce génie universel. Alors si vous voulez bien, on va visiter maintenant. Dans le château, il n'y a que 12 pièces à visiter. Mais ce qui compte, c'est la légende. Chaque mètre carré a été aménagé pour que l'on sente ici l'esprit de Léonard. Alors ici, on est dans les salles des sous-sols et on a rendez-vous avec Léonard, ingénieur. Dans cette pièce, les propriétaires ont rassemblé une collection de maquettes qui illustrent les grandes inventions du maître. Les spectateurs peuvent découvrir les machines conçues par le génie florentin, comme l'ancêtre du char d'assaut, ou bien ces machines volantes, comme le parachute, ou les ailes articulées. Léonard avait également dessiné des projets de roues à aubes pour bateaux, et même une carène double coque pour navires marchands. Mais en réalité, ces maquettes n'ont jamais été fabriquées par Léonard. C'est une entreprise qui les a réalisées à partir de ses dessins et offertes à la famille Saint-Brice dans les années 50. Clou de la visite, la pièce la plus importante de la maison. On rentre dans la chambre de Léonard, c'est là où Léonard a vécu les 3 dernières années de sa vie, et puis c'est là où il travaillait, et puis c'est là aussi où il est mort. Dans la chambre du peintre, on trouve notamment de la vaisselle. On peut imaginer qu'il a dîné dedans, mais en fait, pas du tout. C'est une assiette qui vient d'Italie et qui est intéressante parce qu'elle est exactement de la même époque de Léonard de Vinci, c'est-à-dire la première Renaissance. On parle de 1520. Donc Léonard aurait pu avoir cette assiette sur sa table de salle à manger. Il aurait pu, mais il n'a pas. Et c'est comme ça pour tous les autres objets immobiliers de la maison. Notamment la pièce maîtresse qui trône dans la chambre, ce lit d'époque Renaissance. On appelle ça un lit à baldaquin, avec, vous voyez, des dessins sculptés d'animaux marins, comme des hippocampes, et puis... Bien en évidence au mur, une reproduction de ce célèbre tableau d'Ingres qui représente la mort du peintre. Alors quand on dormait à l'époque... Mais n'imaginez pas pour autant que ce lit soit authentique. Il a le même baldaquin, la même tenture rouge, mais en réalité, personne dans la famille des Châtelains ne se souvient exactement d'où il vient. L'important, c'est qu'il fasse illusion, et pour ça, les Saint-Brice ne reculent devant aucun artifice. Alors, la salle du conseil... Alors, donc là, vous voyez la Joconde, bien sûr, ce n'est pas la vraie Joconde, c'est une reproduction. La Joconde que vous voyez au Clos Lucé n'est ni plus ni moins qu'un poster.
D'ailleurs, des posters, il y en a partout dans le château. En fait, ici, rien n'appartient vraiment à Léonard de Vinci et le propriétaire assume, enfin plus ou moins. Est-ce que vous avez des œuvres originales de Léonard ici? Alors ici, c'est plutôt ce qui est... alors les œuvres originales, nous avons un mobilier d'époque de la Renaissance, mais nous n'avons pas de peinture de Léonard, ni de manuscrit de Léonard. Par contre, nous avons des objets témoins de son époque à travers des objets d'art, du mobilier, des sculptures, des peintures, de la vaisselle, ce qui donne à notre public l'esprit d'une maison habitée à l'époque de la Renaissance, à l'époque où Léonard vivait ici dans ces murs. À 13 € le billet d'entrée, la visite au Clos Lucé est l'une des plus chères de la région. Un tarif équivalent à celui de Chenonceau ou Cheverny pour une visite beaucoup plus courte. Mais l'esprit de Léonard, ça marche. Du coup, les Saint-Brice ont laissé déborder le fameux esprit de Léonard à l'extérieur. Inspirés par les grands parcs à thème, ils ont fait aménager les 6 hectares de jardin. On y trouve désormais des reproductions géantes, des maquettes de l'exposition. Ils ont même créé un restaurant où l'on cuisinerait comme au temps de Léonard. C'est l'auberge Le Prieuré. Sa vocation, attirer des groupes plus importants et fidéliser les relations avec les tours opérateurs. Ce jour-là, justement, un groupe de 50 personnes vient découvrir la cuisine de Florence Sauzin. Bonjour. Ça va bien? Ça va. Florence, c'est la patronne, une spécialiste en cuisine historique. Elle aussi cultive une certaine ressemblance avec l'œuvre phare du maître. Servi, ok, très bien. Allez, moi je mets en place. Car ici aussi, Léonard, c'est la superstar. D'ailleurs, en cuisine, on concocte uniquement des plats de l'époque du génie. Il a ramené un petit peu de la cuisine italienne, quelques légumes, quelques fruits et peut-être même quelques épices. Ouais. Le restaurant joue à fond l'esprit Renaissance. Cuisine, costumes, mais aussi musique. Et la patronne ne manque pas d'humour. Bienvenue, gentes dames, nobles seigneurs, en cette auberge du Prieuré. On vous a servi quelques breuvages aux couleurs de la Renaissance. On va passer à un autre breuvage, un gabet Touraine à table. Ah non, il y a une chanson de la Renaissance qui dit « L'eau ne fait rien que pourrir le poumon ». Alors point de... Pour s'offrir ce voyage culinaire dans l'histoire, chaque convive a déboursé 18 € pour déguster le menu Renaissance. Oyez, oyez. Flan d'écrevisse et trait du rat de poireau. Le bon appétit. Un trait du rat de poireau, c'est ainsi que les cuisiniers appelaient le hachis de blanc de poireau, lié au miel et au raisin. Il y a un mélange de sucré salé qui est fantastique. Ouais. Les poireaux sont très bien cuits. En seconde escuelle, c'est-à-dire en plat principal, les convives goûteront le hoche-pot, l'ancêtre du pot-au-feu, mijoté avec 5 viandes différentes dans un bouillon d'herbes et d'épices. Après le fromage, ils vont savourer un dernier plaisir, une poire cuite au jus d'orange amer et son biscuit à la cannelle. De faire un repas entre nous, dans un milieu différent que de ce qu'on peut rencontrer habituellement dans un restaurant, je dirais, normal, quoi. Donc là, on vient de faire un bon spatio-temporel, on est très très bien, quoi. Pour ce bon spatio-temporel, les clients sont obligés de payer, en plus du repas, les 13 € du billet d'entrée au Clos Lucé. Il faut dire que Florence n'est ici que locataire. Elle doit se conformer aux desiderata des châtelains. Mais sa réussite est à ce prix-là, car sans l'aura du génie qui fait les beaux jours du Clos Lucé, ses affaires n'auraient jamais été si florissantes. On a la chance d'être accompagnés par des commerciaux qui vont à travers le monde pour vendre aussi notre produit. D'accord, donc c'est un bon business pour vous d'être ici? Il y a des avantages et des inconvénients dans toute entreprise ou dans toute installation. Mais oui, puisque ça fait 8 ans, autrement, on ne serait plus là depuis longtemps. Après le musée et le restaurant, la famille Saint-Brice a investi un nouveau terrain de jeu, celui des applications pour smartphone. C'était il y a 3 ans, bien avant leurs concurrents.
Le problème, c'est que Léonard de Vinci n'est pas vraiment leur propriété. Tout le monde peut en faire ce qu'il veut. Du coup, des applications sur le génie florentin, il y en a une bonne vingtaine, souvent plus récentes que celles du Clos Lucé. Voilà pourquoi cet après-midi, Frédéric est reçu au château par Marie-Caroline, la responsable de la communication, et par Catherine, la directrice générale. Bonjour Frédéric. Ah, bonjour Frédéric. Bonjour Catherine. Comment ça va? Comment allez-vous? Marie-Caroline, merci. Ravie de vous accueillir. Comme ça, on va commencer à progresser ensemble. Frédéric Durand est un développeur d'applications pour smartphones. Dans le secteur, il a très bonne réputation. À son palmarès, des applications de référence, comme celle du Quai Branly, du musée Jacquemart-André ou encore du musée Mayol. En le sollicitant, le Clos Lucé espère se mettre au niveau des plus grands musées du monde. Voilà, cher Frédéric. En fait, comme vous le savez, on a déjà développé cette application qui présente globalement le château du Clos Lucé. Voilà, donc là, on a la ville Léonard de Vinci. Oui. Nous, notre objectif, c'est d'avoir en plus une application qui présente les machines de Léonard de Vinci. D'accord. Voilà. Et aujourd'hui, c'est pas le cas. Voilà. Le Clos Lucé a investi massivement pour imposer sa marque dans l'univers de la culture high-tech. 40 000 € pour ses coûteuses animations 3D, visibles uniquement sur les écrans du château. Aujourd'hui, Catherine et Marie-Caroline voudraient les intégrer dans la nouvelle application pour téléphone. Un moyen moderne pour promouvoir le Clos Lucé. Et en plus, ça ne devrait pas coûter très cher. Pour ce développement, Frédéric ne demande que 2 500 €. Alors Frédéric, je crois que puisque vous avez commencé à travailler un peu sur une pré-maquette, ça serait intéressant de voir par exemple là sur cette carène à double coque, qu'est-ce que vous nous proposez là-dessus? Sur la pré-maquette qu'on a réalisée, on a une logique de visite et donc on a les différents objets qui sont accessibles comme ça avec une description et puis surtout la possibilité d'avoir un zoom pour voir les détails de la maquette. Ah oui, ça c'est très important. Et l'intégralité des détails techniques qui sont parfois très petits. Avec ce nouvel investissement, les Saint-Brice veulent placer leur château en tête de la course au numérique. C'est quelque chose qui est assez rare pour ce type de monument, d'avoir un dispositif aussi perfectionné à destination de ses visiteurs, parce qu'actuellement, il n'y a quasiment aucun site en France qui est aussi bien équipé que le château du Clos Lucé. En faisant revivre les inventions de Léonard de Vinci, les Saint-Brice ont gagné leur pari. Amener le Clos Lucé à égalité avec certains châteaux beaucoup plus grands et beaucoup plus riches en histoire. Ils accueillent aujourd'hui 350 000 touristes par an, contre 40 000 dans les années 50. L'ennui, c'est que le domaine est maintenant presque victime de son succès. Ces milliers de visiteurs commencent à être à l'étroit dans ce château relativement petit. Alors François Saint-Brice a eu une autre idée. Au fond du parc, il y a un ancien bâtiment industriel que ses parents ont acheté dans les années 80. Cette fois, rien à voir avec la Renaissance, mais ce qui intéresse le châtelain, ce sont les grands volumes qu'offre ce bâtiment. Aujourd'hui, il va présenter son dernier projet à son frère, Henri, qui est également le copropriétaire du Clos Lucé. Voilà. Alors donc... Qu'est-ce que ça va devenir, cette pièce? C'était une ancienne usine photographique. Donc vous voyez les laboratoires. Les propriétaires l'ont bien compris. Au Clos Lucé, les touristes ne cherchent pas forcément l'authenticité des œuvres de Léonard. Ce qui leur plaît, c'est plutôt de découvrir l'étendue de son travail. Du coup, François compte mettre en exposition la vingtaine d'œuvres picturales du maître, sous forme de reproduction. Photos haute définition ou projection sur écran vidéo, ce n'est pas encore décidé. Seule certitude, ce musée virtuel possédera la plus grande collection au monde des œuvres de Léonard de Vinci, même si aucune ne sera réelle. Vous connaissez les lieux en fait, Henri? Oui, absolument. Ce sont des lieux très inspirants, puisque vous voyez l'architecture industrielle finalement de ces lieux, la charpente métallique qui est très belle et qui, je pense, fera un très beau lieu une fois que ce sera restauré. On va abattre ces cloisons et on va avoir un volume extraordinaire.
et on pourra exposer donc les œuvres de Léonard, les 17 chefs-d'œuvre de Léonard, et on aura réellement une galerie virtuelle des peintures de Léonard. Avec des explications. Avec des explications, des tables digitales, etc. Avec tous les, bien sûr, les nouveaux moyens de communication numérique qui sont aujourd'hui à notre disposition. Le projet devrait voir le jour dans 3 ans. Et les Saint-Brice attendent beaucoup de ce nouveau pari. Un allongement du temps de visite, bien sûr, mais surtout, et ils l'ont déjà prévu, une augmentation du prix du billet.